Parents ni de celle de leurs grands-parents, parce que le monde autour de nous a changé, si ce n'est que du point de vue économique, etc. Les enfants restaient dépendants de leurs parents pendant Des années. une grande partie de leur vie, il y a quelques générations. Maintenant, ça n'est plus le cas. Les choses vont encore changer dans le futur, etc. Avant de continuer à vous répondre, on va laisser Madame Moussaoui, notre réalisatrice, nous faire apprécier quelques invocations ibtihalat. Fadlé, Madame. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الشعبي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب في مواضع ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وكان الأحنف يقول: لا مروءة لكذوب ولا سؤدد لبخيل ولا ورع لسيء الخلق. قال رجل لعبد الملك بن مروان: إني أريد أن أسر إليك شيئا. فقال عبد الملك بن مروان لأصحابه: إذا شئتم. فنهضوا. فأراد الرجل الكلام، فقال له عبد الملك: قف، لا تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، ولا تكذبني فإنه لا رأي لكذوب، ولا تغتب عندي أحدا. فقال الرجل: أفتأذن لي في الانصراف؟ قال له: إذا شئت. Très bien. Sur les 10 minutes qui nous restent, nous allons choisir quelques questions, quelques mails qui nous sont arrivés. Et voilà Abdul Karim Bangoura, qui est responsable chargé de la microfinance au PDSD HMG, basé à Conakry en Guinée, qui nous écrit: nous saluons tous nos frères qui sont en Afrique subsaharienne, puisqu'ils ont la possibilité de nous suivre, d'autant plus que dans les pays francophones, il est plus facile, évidemment, de comprendre des sujets que nous traitons.
Il souhaiterait savoir s'il y a une banque dans la télévision algérienne, évidemment des émissions passées, pour qu'il puisse éventuellement en profiter à un titre ou à un autre pour pouvoir essayer de transmettre les réponses que nous avons formulées à la communauté musulmane de ces pays. Je pense qu'il devrait écrire directement à la direction de la télévision algérienne qui, je pense, vu les accords qui les lient avec l'ensemble des pays francophones et leur télévision en particulier, se feront un devoir évidemment de les servir. D'autre part, nous avions répondu à une précédente émission sur les droits des enfants des couples séparés par le divorce. Il voudrait savoir, on va essayer de rappeler de manière globale, parce qu'il parle plus spécifiquement de la législation algérienne, qu'est-ce qu'elle prévoit. Et là, nous allons essayer de laisser la parole à des juristes que nous inviterons éventuellement dans notre émission pour leur répondre. Mais Céziane, est-ce qu'on peut rappeler de manière succincte quels sont les droits pour les garçons comme pour les filles, les droits des enfants des couples séparés par le divorce? Une fois le couple est séparé par le divorce, al-hadana, c'est-à-dire la protection psychique, revient à la maman ou bien à la tante maternelle ou bien à la grande-mère toujours maternelle, mais du point de vue gestion et prise en charge financière et sociale reste toujours à la charge du père. Et on avait dit l'autre fois que le père doit prendre en charge sur le plan financier et social les enfants, c'est-à-dire et les garçons et les filles jusqu'à leur mariage, les enfants jusqu'au moment où ils deviennent rachid et il est capable de gérer sa propre vie. Et on avait aussi dit que attention, il ne faut pas aussi se limiter à cette misérable pension que nous voulons donner à ces enfants-là en leur disant voilà, je vais leur donner 1000 dinars ou bien 1500 dinars par mois et laisser la maman se débrouiller celle-là. La maman, elle est responsable sur le plan psychique. Elle doit prendre en charge la protection psychique des enfants. Mais la gestion financière de ces enfants incombe toujours au père et selon les normes qui ont été fixées par la société et selon aussi le revenu du père. C'est-à-dire que le père est appelé d'assurer une bonne éducation, une bonne couverture sur le plan santé, un bon enseignement à ses enfants et essayer aussi de leur assurer certaines distractions possibles. Donc il faut essayer de les gérer comme s'ils sont toujours sous le toit du couple qui est non séparé. Voilà ce qu'on pouvait dire. On y reviendra, Inch'Allah. Là aussi, il faut faire des émissions multidisciplinaires pour pouvoir ramener tous les éléments de réponse. Et nous l'avons dit tout à l'heure, nous y revenons maintenant. La loi positive doit s'adapter évidemment en fonction des modifications qui existent actuellement, parce qu'il n'est plus question maintenant de faire prendre en charge les enfants de couples séparés uniquement par les grands-parents. Il faudrait trouver les formules nécessaires pour qu'ils soient sauvegardés, quelles que soient les difficultés financières ou matérielles de leurs grands-parents, pour mériter une éducation, pour en faire des citoyens honnêtes. À la Diade de France m'envoie un long mail où elle voudrait que je réponde à un certain nombre d'interrogations. Nous avons déjà répondu à ces interrogations dans plusieurs émissions. Alors je choisis peut-être la première d'entre elles parce qu'il s'agit d'une réponse qui a été formulée dans une de nos premières émissions où elle parle par exemple du port de pantalon par les musulmanes. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais simplement il y a pantalon et pantalon. Et nous devons nous rappeler que la morale régit le comportement aussi bien de l'homme que de la femme, et par conséquent l'habillement fait partie de cette morale ou de cette apparence morale de l'individu, et par conséquent il doit se conformer. C'est pas sous prétexte qu'un habit porte un nom qui est accepté dans une région ou accepté dans un moment de l'histoire, que quelles que soient les modifications apportées par la main humaine à ce vêtement, on doit continuer à l'accepter tel quel. Évidemment, si le port d'un vêtement, quand bien même il porterait le nom de hijab, ne véhiculerait pas
les principes moraux de l'islam, ça ne serait plus un hijab. Et nous avons parlé dans une émission récente qu'un certain nombre de hijabs, entre guillemets, sont vendus en vitrine dans un certain nombre de pays musulmans via à travers une presse, via à travers des revues, via à travers un certain nombre, évidemment, de canaux satellitaires, etc. Non plus de hijab que le nom consensuel, mais en réalité, ils ne sont plus des hijabs à quelques titres que ce soit vis-à-vis de la jurisprudence musulmane. Également pour les pantalons, c'est les pantalons bouffons qui étaient portés par les Ottomans, par les Turcs, par les habitants d'Asie centrale pendant des siècles, répondaient parfaitement à la morale islamique. Évidemment, il n'en est plus le cas pour un certain nombre d'autres types que nous voyons aujourd'hui et qui ne correspondent pas à la moralité, évidemment, musulmane. J'ai aussi, pour la minute qui me reste, parce qu'il nous reste juste une minute, parce qu'il y a plusieurs questions qui reviennent sur ça. J'ai Faiza, 26 ans, qui vit en France, qui est d'origine algérienne, qui est musulmane, qui s'est vue demander en mariage, comme elle le dit, par un frère d'origine marocaine, mais ses parents refusent de la marier avec ce Marocain. Ziane vous rappellerai en 10 secondes, évidemment, que ce qui fait la différence, ce n'est pas la citoyenneté, parce que nous sommes tous musulmans devant Dieu, mais que c'est la piété qui doit entrer en ligne de compte, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit l'origine de nos parents. On l'avait déjà dit dans une émission précédente, dans le cas où il n'y a pas quand même des raisons valables évoquées par les parents, moi je me pose la question et je ne vois pas quelles sont les raisons qui font que ses parents s'opposent au mariage de cette fille avec ce Marocain alors qu'il est musulman, il est de la même site géographique, c'est des pays maghrébins, donc il partage avec nous plusieurs points communs. Donc je me demande, dans le cas où il n'y a pas des raisons valables sur le plan social et financier, il vaut mieux qu'il aide leur fille à se marier. Monsieur Ziane veut vous dire que votre refus ne doit jamais être posé sur une différence de pays d'origine, de couleur de peau ou de niveau financier, etc. Le choix du prétendant pour nos filles doit d'abord se poser sur des valeurs morales. Sur des valeurs morales. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه يكون إن شاء الله من المغرب ولا يكون من الموريس ولا يكون من l'Alaska, l'essentiel c'est la piété et la religion. L'inverse aussi, lorsque vous prenez pour épouse, vous voyez cette fille qui est d'extraction noble du point de vue moral et qui a une conduite morale recevable en fonction de la conduite morale de sa famille, vous la désirez comme épouse pour votre fils ou pour votre neveu, etc. Une question à laquelle je tiens particulièrement peut-être parce que mes parents étaient fellers, mes grands-parents étaient fellers dans la Mitidja et que ce problème s'est posé il y a 50 ans, 60 ans et qui revient. Un frère m'envoie, il dirige une boîte de produits phytosanitaires, les produits qu'utilisent les paysans pour maintenir en bon état leur vignoble ou leur orangerie ou leur parcelle de terre. Mais là, ce laboratoire a été sollicité par des gens qui plantent de la vigne. Mais ils savent très bien que cette vigne est destinée à une utilisation particulière, pas pour être vendue comme raisin de table, pas pour être vendue comme raisin sec. Ces parcelles de vignobles sont prises en charge totalement par une boîte ou une maison, etc., pour en faire du vin. Et par conséquent, dans ce triangle, ce laboratoire phytosanitaire a été sollicité pour fournir les produits nécessaires pour le maintien de ce vignoble, afin qu'une fois obtenue la récolte, ce vignoble est destiné à une utilisation très particulière, celle de fabriquer du vin. Alors, les gens qui travaillent dans ce laboratoire me posent la question, est-ce que c'est halal de vendre leurs produits à ces paysans qui n'ont pour vocation que de fournir ceux qui vont en faire du vin?
C'est un sujet assez vaste, mais on va essayer de dire l'essentiel. C'est premièrement, sur le plan moral islamique, il vaut mieux éviter une telle vente. Mais d'un autre côté, on voit que ce laboratoire, quand même, il est destiné à assurer plusieurs prestations, pas uniquement dans ce cadre-là. Donc, si on voit le côté de ce que fait le laboratoire, comme travail, comme prestation,